Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu spécial parce qu'on va parler de luxe et de développement durable. Je sais qu'habituellement, c'est très antagoniste, mais justement, je vais vous parler des nouveautés dans le secteur et comme quoi, des fois, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Donc, c'est parti! C'est toujours la même chanson, je sais, vous la connaissez, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour que vous puissiez voir mes tenues. Mais c'est surtout que j'ai fait justement un fashion focus en format réel et du coup ce sont des informations que je vous donne qui ne sont pas toujours dans mes vidéos YouTube, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification, ça me fera très plaisir. Concernant le luxe et le développement durable, donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. D'ailleurs il me semble que c'est Fashion Focus épisode 1 ou même avant, mais en tout cas je vous en ai parlé pendant la crise de la Covid. C'est vrai que pendant la crise de la Covid, il y a pas mal de choses qui se sont révélées et notamment l'éco-responsabilité a été un sujet qui a été mis sur la table. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a été confiné et qu'on est resté chez nous, eh bien toutes les émissions de gaz à effet de serre, etc. En tout cas la nature a repris ses droits et on a vu qu'il y avait pas mal d'effets positifs qui s'étaient passés en dehors bien évidemment de la pandémie et de tout ce qui s'est passé de dramatique, mais en tout cas d'un point de vue purement nature, il y a des choses très positives qui se sont passées et il y a eu surtout un éveil des consciences et du coup maintenant le luxe ne peut absolument plus faire l'autruche et doit impérativement parler de ce sujet et s'en intéresser. J'ai participé très récemment à une conférence où justement il y avait pas mal de personnes d'LVMH, dont d'ailleurs le PDG de Ruinart, et il y avait également le journal du luxe. Alors le journal du luxe, je vous parlerai très prochainement de ce média dans une vidéo dédiée, mais en tout cas c'était très intéressant et on parlait justement du développement durable. Ce qui était sympa dans cette conférence, c'était qu'évidemment on pouvait poser des questions et vous imaginez bien que vous pouvez compter sur moi pour poser pas mal de questions. Tout d'abord on va reprendre la base et c'est ce que je vous ai dit également en introduction de ma vidéo. C'est vrai que quand on pense luxe, on ne pense absolument pas au développement durable et c'est principalement une question d'image parce qu'il y a pas mal d'actions que le luxe fait et qui sont justement qui s'inscrivent dans le développement durable, mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif c'est plutôt l'inverse, c'est même très antagoniste. Et donc il y a un énorme travail d'image à faire, mais il y a également un travail pour que le développement durable dans le luxe reste désirable et glamour, parce qu'il y a eu plusieurs études de marché et on s'aperçoit que la clientèle, et non pas les clients potentiels mais la clientèle du luxe, seuls 20% s'intéressent justement à une consommation engagée. Le reste ça va être plutôt de l'investissement, des achats plaisir ou répondre à un besoin. Donc aujourd'hui c'est pas forcément une volonté de la clientèle. Alors vous allez me dire mais alors ça sert à quoi du coup de s'intéresser à ce sujet? Et bien tout simplement parce que la clientèle du luxe aujourd'hui est vieillissante et donc le luxe s'intéresse à une nouvelle cible qui est la nouvelle génération. Et la nouvelle génération justement a une conscience éveillée et s'intéresse à l'upcycling, au recyclage, au luxe vintage. Et du coup, si jamais les valeurs du luxe ne correspondent pas à leurs propres valeurs, eh bien ils n'achèteront jamais, même s'ils ont les moyens. Donc il est impératif en termes de croissance et en termes de chiffre d'affaires pour le luxe de s'intéresser à cette nouvelle cible parce qu'avec une clientèle vieillissante, eh bien il faut une nouvelle clientèle et de nouveaux consommateurs. Effectivement, le propre du luxe, c'est l'innovation. Ils sont toujours en train d'innover, de créer de la nouveauté, que ce soit au niveau des tendances, que ce soit au niveau des matières, au niveau des modèles, au niveau de plein de choses. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé à de nombreuses reprises dans différentes vidéos, mais il y a un cycle de vie du produit. Et si vous ne savez pas vous renouveler, si vous ne savez pas être dans la tendance, si vous ne savez pas être précurseur, eh bien c'est la mort assurée. Et le luxe, c'est vraiment sa hantise aujourd'hui, voilà, de tomber dans les oubliettes, de perdre du chiffre d'affaires. Et la crise de la Covid a eu un très mauvais impact. Certaines marques ont tiré leur épingle du jeu, mais d'autres groupes au contraire se cassent un petit peu la figure parce que moins de clients, moins de consommateurs. Aujourd'hui les personnes préfèrent épargner que dépenser, donc c'est primordial d'être précurseur et de s'intéresser au développement durable. Alors maintenant quand on parle de développement durable, et je vous en ai parlé avec des étiquettes de traçabilité notamment chez Burberry, mais comment prouver, comment changer l'image, comment changer l'inconscient collectif concernant le luxe, c'est bien évidemment d'ouvrir ses portes, de permettre une traçabilité et surtout de permettre d'être hyper transparent. Et là c'est un vrai changement de paradigme parce que la culture du luxe c'est la culture du secret. On est très secret, tout est fermé, il y a plein de choses que l'on ne dit pas, que l'on ne montre pas.
Sauf que pour démontrer que l'on est dans une démarche green, eh bien il va falloir ouvrir ses portes et montrer un petit peu patte blanche, donc c'est un vrai changement. Alors on le verra au cours de la vidéo, mais un des moyens justement de changer un petit peu la vision du luxe que les consommateurs peuvent avoir ou que les potentiels consommateurs peuvent avoir, c'est tout simplement concernant surtout la production, à savoir le choix des matières premières, mais également le fait d'internaliser la production pour avoir une production qui est parfaitement maîtrisée. Tout le dilemme du luxe, ça va être de garder une part de mystère parce que c'est le mystère qui rend le luxe désirable, tout en étant transparent pour évidemment prouver aux potentiels consommateurs que ce n'est pas un effet de mode mais que c'est une vraie valeur d'être éco-responsable et d'avoir une production durable. Et donc lors de cette conférence justement LVMH nous parlait du nouveau luxe, donc c'est un concept qu'ils ont lancé chez eux. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le nouveau luxe s'inscrit dans plusieurs étapes mais notamment dans le renforcement des liens avec la nature. Et bien tout d'abord il y a plusieurs étapes mais c'est le renforcement du lien que les marques de luxe ont avec la nature, notamment toutes les maisons de vins et spiritueux qui effectivement utilisent la nature, notamment les raisins pour le vin, le champagne, mais vous avez également toute la partie parfum avec les fleurs et vous avez le textile notamment avec le coton. Mais il y a d'autres actions qui sont menées, il y a toute une action de culture régénératrice et notamment la reforestation. C'est-à-dire que par exemple pour des parfums, on va prélever un certain nombre de fleurs, notamment à Grasse, qui est vraiment le lieu culte en France de production de roses par exemple centifolia mais également de jasmin, et donc on va replanter, on va également replanter des arbres, donc c'est toujours ce système de balance, je prends à la nature mais je lui donne. Il y a également d'autres actions qui sont faites, notamment la mode circulaire, je ne sais pas si vous le savez mais en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant et malheureusement je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est l'upcycling dans les collections et notamment Virgil Abloh pour l'homme utilise des collections ou en tout cas des chutes de tissu, des chutes de cuir, en tout cas des anciennes collections pour recréer des nouvelles. Miu Miu également l'a fait, mais c'est vrai que on n'en parle pas tant que ça. Il y a une autre chose, c'est vrai que souvent quand je vous ai fait des vidéos où je vous parle un petit peu de développement durable, c'est très fast fashion, c'est moins luxe. Alors ça ne veut pas dire que le luxe est un bon élève, au contraire, et on le verra tout à l'heure. Mais l'un des avantages avec le luxe, c'est qu'effectivement il y a une réduction de l'empreinte carbone dans la mesure où la majorité des fournisseurs se situent en France et en Europe, et j'ai envie de vous dire principalement en Italie. Donc forcément on n'est pas du tout comme sur de la fast fashion avec des avions qui viennent de Chine ou en tout cas d'Asie. Donc ça c'est déjà un bon point. Maintenant, là où il y a une nouveauté et que c'est vraiment très intéressant et c'est très important de le faire, c'est le contrôle de ses prestataires. On l'a vu dans une autre vidéo avec Pretty Little Thing qui avait des prestataires qui faisaient travailler leurs salariés, et j'ai envie de vous dire c'était même pas des salariés mais en tout cas dans des conditions misérables. Et c'est vrai que très souvent, que ce soit les maisons de luxe ou les marques en général, elles se détachent un petit peu des prestataires en disant oui mais ce n'est pas nous. Là LVMH décide de faire des contrôles plus réguliers et mystères auprès de ses prestataires, quitte à changer son sourcing. Mais concernant justement l'émission des gaz à effet de serre, ils ont une clientèle qui est internationale. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est absolument pas des bons élèves et que ce n'est pas une vidéo en faveur du luxe, hein. Je suis bien consciente des avantages mais également des inconvénients. Il y a une clientèle internationale, il y a des livraisons internationales par avion pour évidemment fournir toutes les boutiques de luxe, de pièces, de maroquinerie, de prêt-à-porter, de souliers, etc. Et donc LVMH a pris le parti d'arrêter les livraisons par avion, mais ils ont décidé de favoriser par bateau. Donc moi je trouve pas forcément que ce soit révolutionnaire dans la mesure où effectivement les avions sont extrêmement peu loin. Maintenant les bateaux, il y a pas mal d'hydrocarbures, il y a également des accidents, il y a toute une pollution de la mer, il y a énormément de pêche intensive, donc rajouter des gros bateaux, je pense pas que ce soit hyper écolo, donc là-dessus c'est un petit peu tendancieux. Et en tout cas il y a également le recyclage des collections invendues, donc ça fait partie de l'upcycling mais pas que. Même s'il n'était pas présent, Kering a fait un net rapprochement avec les sites de luxe vintage, on l'a vu avec Vestiaire Collective par exemple, et Kering fait également de l'upcycling. Maintenant, est-ce que développement durable peut rimer avec croissance? Parce que ce qui intéresse le retail et notamment les maisons de luxe, c'est bien évidemment la croissance. Alors comment ils justifient qu'on peut être complètement durable?
mais également avoir une croissance de chiffre d'affaires. La priorité numéro 1, c'est le maintien de la qualité et le maintien du savoir-faire. On verra tout à l'heure d'autres exemples, mais ça c'est primordial. La deuxième chose, et c'est pour ça que on n'est pas non plus sur quelque chose qui est très écolo, c'est que on ne souhaite pas que le consommateur consomme moins, on veut qu'il consomme autant, voire plus, mais mieux. Et le problème aujourd'hui, c'est bien évidemment la surconsommation. C'est la mode jetable, même pour le luxe. Vous êtes nombreuses et nombreux à me dire « Oui Mélissa, j'ai envie d'acheter cette pièce, mais j'ai peur que dans quelques années ou dans quelques mois, elle ne soit plus tendance. » Le fait justement d'avoir 8 collections par an, le fait d'avoir justement des pré-collections, c'est toujours de la nouveauté, donc c'est toujours de la consommation, mais il ne faut pas réfléchir en tendance. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je vous explique que moi, quand j'achète des pièces, ce n'est absolument pas par tendance, je prends des iconiques, des intemporels, je n'achète pas tous les 4 matins, même si on se fait très souvent relancer par nos conseillers de vente qui nous disent oui, il y a de la nouveauté, quand est-ce que vous passez en boutique? Et bien souvent je leur dis que je ne passe pas. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est un petit peu, je trouve, tendancieux, parce que oui, c'est consommer mieux, parce qu'on va utiliser peut-être un packaging recyclé, parce qu'on va utiliser des matières upcyclées, mais si c'est pour consommer toujours plus, bon, vous voyez, à un moment donné, on est toujours sur la surconsommation. Ils veulent également internaliser la production. Donc vous avez LVMH qui a racheté des fermes, donc maintenant ils sont un peu agriculteurs. Ils ont racheté également des tanneries. Ils ont également internalisé la production, par exemple, de leurs lunettes, donc tout ce qui est solaire et optique. En fait, si vous voulez, vous avez Luxottica, donc qui est le géant, qui est le leader de la lunetterie solaire et également de vue pour toutes les grandes marques de luxe. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec eux. Et en tout cas, LVMH a décidé de internaliser cette business unit pour produire leurs propres lunettes. Ils expliquaient dans la conférence qu'au début ça n'a pas été facile, ils se sont un petit peu cassé la figure parce que ce sont de nouveaux métiers et ce n'est pas leur métier principal, mais aujourd'hui ça fonctionne. Et donc internaliser la production, pourquoi? Ça sert à quoi? Tout simplement ça sert à un contrôle, une parfaite maîtrise. Ça permet également de veiller au bien-être animal par exemple. Et puis c'est également créer de nouveaux emplois parce que vous avez pas mal de métiers qui disparaissent, de vieux métiers, d'anciens métiers que l'on maîtrisait en France et maintenant vu que tout a été délocalisé, on a perdu ce savoir-faire, donc ça a plutôt de très bons avantages. Il y a également donc le rachat de fermes, le rachat de tanneries. Le rachat de fermes permet le bien-être animal, de veiller au bien-être animal, et les tanneries, c'est que le tannage peut être très polluant et on essaie de mettre en place un tannage végétal. Donc un tannage végétal, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas utiliser de chrome, de ne pas utiliser de métal et de ne pas utiliser de glutamate, parce que vous avez pas mal de tannages végétaux qui utilisent du glutamate, sauf que le glutamate c'est un perturbateur endocrinien et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver par exemple dans les sauces soja, donc c'est pour ça que généralement on vous déconseille de trop consommer de soja. Mais en tout cas LVMH réfléchit à avoir un tannage végétal qui sera dans le respect de l'éco-responsabilité et surtout qui n'aura pas de mauvais effets sur leurs consommateurs. Concernant le cuir, alors c'est très touchy, mais le luxe estime que le cuir c'est du recyclage et que c'est une démarche éco-responsable. Donc ce que je vous explique, c'est que tout simplement les cuirs qui sont utilisés sont des cuirs qui sont achetés à des sociétés d'abattage. Donc en fait on va utiliser le cuir en question de bêtes qui ont été destinées justement à être vendues, donc la viande est vendue, et on va réutiliser ce cuir là pour l'utilisation des peaux. Alors c'est très touchy parce que même si entre guillemets c'est du recyclage, maintenant vous voyez c'est quand même assez tendancieux dans la mesure où aujourd'hui on a une surconsommation de viande et du coup on est quand même dans un cercle vicieux. Continuer l'agriculture intensive, donc c'est pas forcément quelque chose de très éco-responsable. Les services de recherche et développement de nombreuses maisons réfléchissent à avoir justement quelque chose de plus végétal. Donc on ne dit pas cuir végétal parce que le cuir par définition c'est une peau animale, donc on n'utilise pas ce mot-là, mais en tout cas ils veulent justement trouver une belle alternative, un bon substitut. Aujourd'hui, il faut faire très attention parce que vous avez pas mal de marques qui vous disent oui, nos sacs sont véganes et sont cruelty-free. Oui, mais en même temps on utilise du plastique et le plastique c'est extrêmement polluant et ce n'est pas facilement recyclable, voire pas du tout. Donc ils veulent trouver des substituts, oui, mais des substituts de tout aussi bonne qualité et qui évidemment ne vont pas avoir un autre effet négatif sur la planète
Hermès a très récemment breveté justement ce qu'ils appellent un cuir végétal, donc à voir à partir de quoi c'est fait, mais vous avez plusieurs marques qui utilisent de la peau de pomme, de la peau d'ananas, de la peau de coco. De toute façon, je vous ferai des vidéos justement sur des petites marques comme ça qui utilisent des matières qui sont des déchets organiques et qui sont vraiment dans une démarche de recyclage. Et là, évidemment, où j'ai posé pas mal de questions, c'est sur les cuirs exotiques, parce que c'est assez touchy, les cuirs exotiques. Donc j'ai demandé à plusieurs maisons, justement, pourquoi s'inscrire d'un côté dans une démarche éco-responsable et de l'autre, continuer à racheter des fermes de crocodiles, on l'a vu notamment avec Hermès, mais il y a d'autres maisons, alors c'est moins public parce que c'est assez caché, mais qui rachètent des fermes de crocodiles, qui, je le répète, sont des espèces menacées, et leur réponse, c'est que donc il y a eu des accords de Washington, donc il y a une quarantaine d'années, qui ont justement réglementé tout ce qui était braconnage. En fait, il y avait énormément de braconnage pour les diamants, pour l'ivoire, pour les peaux notamment de reptiles, et donc du coup le but c'est évidemment de réglementer l'utilisation de faune et de flore en voie d'extinction. Donc leur explication c'est: oui, on va racheter des fermes, oui, on est sur des peaux exotiques, mais d'un côté, c'est pour éviter le braconnage et il y a un système de balance, c'est-à-dire que pour chaque crocodile, par exemple, qui va être utilisé pour un sac à main, le but c'est qu'un autre crocodile puisse naître et on va le remettre dans la nature. Là pareil, c'est un petit peu tendancieux parce que y a pas mal de vidéos là-dessus. Ce sont des espèces qui sont en voie d'extinction. Il y a de très bonnes alternatives pour reproduire l'effet croco, notamment le cuir embossé qui reproduit l'effet croco ou python. On n'est pas forcément obligé d'utiliser ce type de cuir, et c'est surtout que leur explication également c'est: oui, mais ce sont des animaux qui tuent l'homme, qui sont dangereux. Et donc le problème se trouve également ici, c'est que beaucoup de consommateurs ont moins de sensibilité à acheter des sacs en cuir de crocodile ou de python parce que voilà, il y a certaines personnes qui ont peur de ces animaux, qui les trouvent dangereux, donc ils sont un petit peu moins rebutés à se dire bah voilà, j'achète du coup des cuirs exotiques, et c'est quand même assez problématique. Donc voilà, du coup, pour toutes les actions qui sont menées, pour tous les projets, il y a du bien et du moins bien, il y a du politique et du moins politique. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vais tout de même énumérer quelques bons élèves. Vous avez par exemple Stella McCartney qui, depuis sa création, a décidé de ne pas utiliser de cuir. Maintenant, j'ai regardé justement les compositions, notamment des sacs à main, on utilise du plastique. Alors à voir si il y a des matériaux qui sont recyclés ou pas, mais en tout cas ce n'est pas expliqué. Donc à voir déjà en termes de qualité, et c'est surtout, est-ce que c'est moins polluant? Je ne pense pas. Miu Miu, mais également Virgil Abloh ont fait des défilés avec des pièces qui sont upcyclées. Vous avez également de nombreuses maisons qui ont décidé d'arrêter l'utilisation de la fourrure. Vous avez eu Chanel, vous avez également Balenciaga, vous avez Alexander McQueen, vous avez plein d'autres maisons qui ont décidé d'arrêter la fourrure animale, mais il y a d'autres maisons qui continuent de le faire, et je pense que de toute façon le prochain combat de toutes ces organisations pour la protection animale, ce sera justement les cuirs exotiques. Vous avez donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Hermès qui a breveté un cuir végétal. Donc si Hermès pouvait davantage se pencher sur cette recherche et développement et moins acheter de fermes de crocodiles, ce serait mieux. Autre volonté des maisons de luxe et notamment d'LVMH, c'est d'accentuer toute la partie service réparation, et ça permettra justement d'utiliser encore plus longtemps les pièces de maroquinerie, mais pas que. Et ainsi on évitera de jeter les pièces pour en racheter sans cesse des nouvelles et des nouvelles. Vous avez également Loewe qui s'est investi dans The Surplus Project. Donc en fait c'est la création de pièces de maroquinerie à partir de chutes ou à partir d'anciennes collections qui n'ont pas été vendues. Vous avez également Ralph Lauren qui a ouvert un service de location. Donc c'est vrai que pour répondre justement à cette envie et ce besoin entre guillemets de nouveauté sans cesse, ils ont permis la location de pièces. Comme ça vous avez ce sentiment de nouveauté sans culpabiliser. Et donc voilà pour toutes les actions. En tout cas c'est un bel effort. C'est un effort qui est évidemment collectif puisque c'est la clientèle qui a de toute façon les rênes de tout cela. En tout cas j'ai hâte d'avoir ton avis en commentaire, et je ferai bien évidemment très prochainement une vidéo sur des marques qui utilisent justement des déchets organiques. En tout cas je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.